La Galerie des Portraits et Jean-Jacques de Viennois. Voilà, chers amis, je vous retrouve aujourd'hui dans la galerie, la première galerie, la Galerie des Portraits du château. Alors les galeries avaient une spécificité, c'était de donner un peu à voir de la superbe de ses aïeux, de la puissance de sa famille. Et cette première galerie a été faite à l'époque où les loggias ont été construites. Les loggias sont de l'autre côté de la cour, ici on est côté sud. La distribution en fait se faisait pièce par pièce. Et au XVIe siècle, Anne de Saint-Chamond veut un peu de confort, elle fait construire, elle prend sur la cour de la place pour construire des galeries. Cette première galerie, c'est la galerie principale du château, c'est la Galerie des Portraits. Il y a tous les ancêtres de ma belle famille, en tout cas une partie. Vous avez 4 portraits qui me tiennent particulièrement à cœur, que je vais vous commenter. Jean-Jacques de Viennois, sa femme, sa fille et son gendre. Regardez, on va faire un petit panoramique pour voir en fait, il y a les aïeux de Jean-Jacques de Viennois. Vous avez son arrière-grand-père, Arnaud de Viennois, vous avez son père, Jacques de Viennois, son beau-frère, Ecbel, etc., etc. Voilà. Donc on peut avoir un aperçu des aïeux et puis après de la postérité de Jean-Jacques de Viennois. Alors Jean-Jacques de Viennois, je vais vous faire un tout petit peu d'histoire, elle est très intéressante, enfin moi elle m'intéresse, pardon. C'est le dernier descendant mâle d'Humbert II. Humbert II a régné au XIVe siècle sur le Dauphiné, c'était un chef d'État indépendant du Dauphiné. Humbert II a vendu le royaume, enfin la terre delphinale au roi de France. Le roi de France avait politiquement bien arrangé les choses pour profiter un peu de la folie d'Humbert II. Il a une vie truculente que je vous raconterai peut-être un jour. Il voulait même devenir pape lorsqu'il était veuf. Humbert II donc, cède le Dauphiné au roi, notamment parce qu'il est ruiné, il avait dépensé n'importe comment sa fortune, il était parti en croisade tout seul, etc. Enfin, voilà. Et puis parce qu'il avait perdu le petit Delphiné, son seul fils unique, son fils unique légitime. Mais il a eu des bâtards. Et 13 générations après Humbert II, le dernier mâle portant le sang des dauphins, c'est Jean-Jacques de Viennois. Voilà, Jean-Jacques de Viennois est donc le 13e descendant d'Humbert II. C'est le marquis de Septème. Il a racheté Septème en fait à la marquise de Lafayette. La marquise de Lafayette est connue parce que c'est une femme très valable, mais aussi parce que son mari a mené la guerre d'indépendance américaine pour le compte du roi de France, Louis XVI. Et il a été garde national, il était responsable des gardes nationaux aux Tuileries auprès de la famille royale, Marie-Antoinette et Louis XVI, lorsque le roi a quitté Versailles. Alors, la terre est vendue en 1779 à Jean-Jacques de Viennois, qui avait son hôtel particulier à Grenoble. Alors, pour ceux qui connaissent Grenoble, le consulat d'Algérie était l'hôtel particulier construit sur les bords de l'Isère par Jean-Jacques de Viennois. Voilà, Jean-Jacques de Viennois a eu une importance politique au XVIIIe siècle. À la Révolution, c'est lui qui va porter les doléances. Avant la Révolution, on est en 1788, je crois. Il va porter les doléances du Dauphiné à Louis XVI. Après la journée des Tuiles, pour ceux qui connaissent l'histoire de Grenoble, la bronca se termine un petit peu. Et puis Louis XVI va avec le marquis de Virieu et monsieur de la Blache, je crois, à la cour porter les doléances du Dauphiné. Il revient, les états généraux du Dauphiné se sont passés et il devient chef du pouvoir exécutif pendant le début de la Révolution française. Jusque la Terreur, c'est lui qui est responsable, c'est un peu le préfet, président du département, du conseil général si on veut dire, à l'époque, avant que toutes ces institutions soient établies, à la Révolution et sous l'Empire. Et c'est un homme très sensé, très sage, qui conduit en fait au mieux les intérêts du Dauphiné pendant la Révolution. Puis la Révolution finit par le dépasser. Il se retire à Septème. Septème a failli être brûlé. Les archives, une partie des archives ont été brûlées sur la place du village. Des bottes de paille ont été mises en bas du grand escalier pour faire flamber le château. Mais les villageois ont fêté la Révolution avec les patriotes, le temps que la garde soit envoyée de Vienne pour protéger la résidence du marquis de Viennois, du marquis de Septème. Voilà, Jean-Jacques de Viennois est quand même fini par être inquiété pendant la Révolution et enjôlé dans les prisons de Grenoble. Et c'est à la veille du 9 Thermidor, la chute de Robespierre, la fin de la Terreur, qu'il a failli être guillotiné. La lame lui est passée vraiment très près du col. Notamment, il avait été emprisonné parce que sa femme, voilà, alors j'oublie toujours son prénom, Félicité
Félicité Delaunay d'Entraigues, marquise de Viennois, marquise de Septème, elle est partie pendant la Révolution avec ses 2 enfants. Et l'homme, le marquis de Viennois, est resté, lui, ici à Septème. Et ça, les révolutionnaires ne le supportent pas, parce qu'il a envoyé de l'argent à sa femme, qui était en Suisse, puis est parti même plus loin après, dans les pays de l'Est. Alors cette femme lui aura coûté très cher à Jean-Jacques de Viennois, parce que, bon, il fallait entretenir ses enfants, c'est une chose, mais c'est une femme qui dépensait beaucoup, et son beau-frère dépensait encore plus, et Jean-Jacques de Viennois a hypothéqué beaucoup des biens, il est fini par être ruiné à la Révolution française. Et il dira que sa femme lui a coûté autant de sacs de 1000 francs qu'elle avait de cheveux sur la tête. Et elle a en effet une très belle chevelure. Dans une des chambres que je vous présenterai peut-être un jour, elle est devant sa coiffeuse avec en effet une très belle chevelure à la veille de la Révolution française. Je disais qu'il y avait 4 portraits. Eh bien, je vais vous commenter maintenant la descendance de Jean-Jacques de Viennois et de Félicité Delaunay d'Entraigues. Voilà, ils ont eu 2 enfants, ce couple a eu 2 enfants, un mâle qui s'appelait Grenoble, parce que la ville de Grenoble était sa marraine, c'est quand même extraordinaire. À l'âge de 19 ans, il décède, un peu peut-être une résurgence transgénérationnelle des enfants de ce qu'a vécu Humbert II, et 13 générations après, ça se reproduit, hein, pour ceux qui y croient peut-être. En tout cas, le jeune héritier mâle meurt, et Jean-Jacques de Viennois est donc le dernier rejeton de la dynastie des dauphins viennois, puisque comme il n'a pas d'héritier mâle, le sang ne se transmet plus par les hommes, donc le titre d'Elphinal non plus. Voilà, sa fille Émilie, c'est un prénom très rousseauiste, hein, on voit les idées des Lumières de Jean-Jacques de Viennois. Émilie de Viennois est une femme qui a beaucoup dessiné Septème sous l'Empire, donc au début du 19e siècle, on a plusieurs dessins de cet ancêtre, et elle s'est mariée, et c'est mon 4e tableau, avec André Suzanne d'Albon. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est par cette alliance-là que la propriété de Septème arrive chez les d'Albon. Alors lui est assez connu dans l'histoire de la ville de Lyon, parce qu'il a été maire de Lyon à l'époque de la Restauration. Voilà, là il est en grand habit, et c'est lui qui va administrer la ville de Lyon à l'époque de Louis XVIII et de Charles X à la Restauration, hein, lorsque les frères de Louis XVI reviennent sur le trône. Voilà, j'espère ne pas avoir été désagréable avec toutes ces histoires-là. Elles nous sont chères parce que vous voyez, à travers une galerie des portraits, on peut situer les aïeux, les aïeux de Jean-Jacques de Viennois, et puis on peut raconter là une tranche de cette galerie des portraits, et puis on pourrait poursuivre encore la visite avec ceux qui ont succédé à ce couple. Mais peut-être que ce sera l'objet d'un autre numéro. Voilà, mais j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et je vous dis à bientôt.